Bonsoir à tous, je suis très fière de vous présenter ce numéro un peu exceptionnel d'Ex Cathedra. En effet, ma télé s'est associée à la Mutualité chrétienne, à la Fédération francophone des sourds de Belgique et au Centre culturel de Dinan pour proposer une conférence entièrement accessible aux personnes sourdes et malentendantes. La conférence est donnée par Isabelle Roskam et s'intitule « Être parent, une aventure de chaque jour, des pistes pour trouver son équilibre ». Isabelle Roskam est professeure de psychologie à l'Université catholique de Louvain et responsable des consultations psychologiques spécialisées en parentalité. Et enfin, le détail a son importance vu le sujet qui nous occupe. Isabelle Roskam est la maman de 5 enfants. Dans la conférence que nous allons suivre ensemble, elle nous explique les causes de ce qu'on appelle le burn-out parental et donne des pistes pour ne pas le développer ou pour s'en sortir. Voilà, bonsoir à tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être là. Je suis un peu honorée d'être celle qui fait partie du test grandeur nature. Et donc, je vais essayer d'être à la hauteur des attentes de tout le monde ce soir. Alors, ça fait à peu près 12 ans à l'université que je travaille dans le domaine de la parentalité, que je reçois des parents en consultation. Et on ne m'a jamais autant sollicité que ces dernières années, ces derniers mois sur cette thématique. Et quand la Mutualité chrétienne a commencé à me solliciter sur cette thématique, notamment, je me suis posé la question de savoir, mais au fond, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les gens ont envie de parler de ça? Pourquoi est-ce qu'on organise des conférences sur le sujet de la parentalité? Alors qu'au fond, être parent, ça existe depuis toujours. C'est le principe même de la reproduction de notre espèce. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tout à coup, on en parle beaucoup? Alors, je me suis amusée à aller voir depuis quand est-ce qu'au fond, dans les médias, par exemple, on parle de la parentalité. Et en fait, c'est assez récent. Il faut attendre la fin des années 80, début des années 90, pour que le terme parentalité apparaisse dans les médias que vous achetez chez les libraires. Et il en va de même dans la littérature scientifique. Alors, je me suis un peu posé la question de savoir pourquoi, au fond, la parentalité, c'est devenu tellement un sujet de débat, de discussion et puis de conférence. Voilà comment je vous propose d'organiser la soirée. Je vais d'abord vous parler de quel est ce contexte de la parentalité au XXIe siècle. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi c'est important en tant que parent d'arriver à trouver son équilibre, quels sont les pièges. Et puis, on terminera par des pistes que j'espère que vous reprendrez chez vous pour trouver cet équilibre-là. Alors, tout d'abord, je vous propose de regarder la parentalité telle qu'on la voit dans la plupart des cultures. Alors, quand on devient parent, il y a beaucoup d'attentes autour de la parentalité et en général, vous, en devenant parent, mais aussi tous ceux qui vous entourent, il y a des attentes que cette parentalité, elle va générer essentiellement des émotions positives. Vous allez éprouver une joie intense, vous allez prendre du plaisir avec vos enfants et vous allez éprouver de la fierté. Donc, toutes ces émotions positives, elles entourent la parentalité. Ça, c'est le côté un peu idéalisé. Et pour s'en rendre compte, il suffit de penser, si vous êtes parent, aux cartes que vous avez reçues quand vous avez eu vos enfants. Alors les cartes, elles disaient « ça va être beaucoup de bonheur, ça va être quelque chose de grandiose, c'est une grande nouvelle et c'est beaucoup de bonheur ». Vous avez reçu des cartes dans lesquelles on vous a dit « ce bébé, il va vous combler de joie. C'est une arrivée incroyable dans votre vie et ce sera 1001 délices ». C'est associé à des termes comme amour, joie, bonheur, intense. Et donc toutes ces émotions positives qui entourent la parentalité en donnent une vision idéalisée. Et vous serez d'accord avec moi que personne ne vous a jamais envoyé une carte comme ça pour vous souhaiter bon courage. Et personne ne vous a non plus envoyé une carte comme ça où on vous a dit « voici une tasse de réconfort parce que tu sais, ça ne va pas être Jojo tous les jours ». Ça ne se fait pas, ce serait très mauvais ton. Nous, en tant que parents, on n'aimerait pas recevoir ça, bien sûr, et on n'oserait pas non plus, même pour faire une mauvaise blague, en fait, l'envoyer à quelqu'un, parce que cette parentalité, on la voit de façon extrêmement idéalisée. Et au fond, tous ceux qui sont parents là le savent. La parentalité, ce n'est pas que ses beaux côtés, ce n'est pas que ses émotions positives, mais tout le côté un peu sombre, tout le côté de cette difficulté que ça peut représenter qu'être un parent, c'est quelque chose dont on ne parle pas.
on masque un peu ce côté-là. Et pourtant, la parentalité, c'est vraiment un boulot très particulier. Et avant d'aller plus loin, je voudrais vous montrer une petite vidéo pour vous montrer à quel point être parent, c'est un travail exigeant. Alors la vidéo, elle est en anglais, mais elle est sous-titrée en français. Et donc le sous-titrage, il se fait en bas en jaune. C'est évidemment important que vous suivez le sous-titrage pour comprendre où je vais en venir. Just give me 1 second. Thank Sure. you, sorry. Uh-huh. Hey. Hi. 2 minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about that. Oi. Hi, nice Hi. to meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay. Yeah. So like no lunch. You can have or- lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No. No, not possible. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. Worry about when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all-encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, You're pro crazy. bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. Oh. And they meet every requirement, don't they? Wow. Oh my God. Moms are the best. Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. Ok. Donc être parent, c'est pas tous les jours que des joies intenses et que du plaisir. En fait, c'est un travail extrêmement exigeant et c'est un travail particulier parce qu'on ne peut jamais en démissionner. Alors, c'est un travail d'autant plus exigeant au XXIe siècle pour toute une série de raisons que je vais vous expliquer maintenant. Parce que je voudrais qu'on voit ensemble qu'être parent, c'est plus tout à fait la même chose qu'il y a 1 ou 2 générations, et on va essayer d'expliquer les raisons pour lesquelles le contexte de la parentalité a changé, et les raisons pour lesquelles aujourd'hui on en parle dans les médias, dans les conférences. On va regarder ensemble 5 bouleversements majeurs qui ont changé radicalement la position et la fonction parentale aujourd'hui. Alors le premier bouleversement,
Bon, c'est un peu un cliché, mais en même temps, ça va plus loin que le cliché. Les femmes, bien sûr, elles ont commencé à travailler, et donc ce qui faisait partie de ce qu'on appelle les rôles de genre, c'est-à-dire le fait que quand on était femme ou homme, on avait un job bien déterminé. Les femmes s'occupaient de l'éducation des enfants et du maintien de la maison. Les hommes étaient supposés ramener les nécessités financières, les conditions financières pour faire vivre la famille. Aujourd'hui, ces rôles de genre, ils sont plus perméables. Les femmes, elles travaillent, et puis il n'y a pas que les femmes qui ont changé de rôle, parce que les hommes, on les attend aussi comme étant plus investis dans la famille. Nous, les femmes, on adore les hommes qui commencent à pouponner, qui s'investissent dans l'éducation des enfants. Et donc autrefois, ces rôles de genre, ils étaient assez clairs, chacun savait ce qu'il avait à faire. Aujourd'hui, il y a comme une sorte de pénétration d'une sphère dans une autre. Les rôles sont devenus plus perméables, on en reparlera tout à l'heure, et donc ça nécessite de s'ajuster les uns aux autres, parce que c'est plus tout à fait clair qu'est-ce que la femme doit faire, qu'est-ce que l'homme doit faire. On est censé être en train de négocier comment on va fonctionner en couple, ensemble, pour élever les enfants. Alors on doit assurer des deux côtés. Avant, on devait chacun assurer de son côté, avec assez peu de négociations entre les deux, et maintenant, tous les deux, on doit assurer des deux côtés, au boulot et aussi en famille. Une deuxième raison pour laquelle être parent aujourd'hui, ça a changé, c'est parce que la place et le regard qu'on porte sur l'enfant a changé. Alors, si je vous ramène un peu loin dans l'histoire, et pas si loin, dans l'Antiquité, le Moyen-Âge par exemple, on s'en fichait complètement des enfants. L'enfant n'était pas du tout un être qu'on protège et à qui on donne une attention particulière. On faisait exactement ce qu'on voulait avec ses propres enfants dans sa famille, et aux différentes périodes de l'histoire, on n'avait aucune forme d'émotion quand on savait que des enfants étaient maltraités. Et vous savez qu'il faut attendre à la fin du XIXe siècle pour qu'une loi en France interdise qu'on envoie des enfants de moins de 12 ans plus que 12 heures sous terre. D'accord ? Aujourd'hui, on rouspète parce que nos enfants ils ont des devoirs après l'école. Mais il y a 100 ans d'ici, on interdisait d'envoyer les enfants de moins de 12 ans plus de 12 heures sous terre. Okay ? Donc cette idée que l'enfant est un être à part entière, qu'on doit le protéger, qu'il est un être qu'on doit surprotéger et vis-à-vis duquel on doit avoir une attention extrêmement particulière, c'est tout à fait nouveau dans l'histoire. Ça vient de toute la fin du XXe siècle, c'est lié à l'après-guerre qui a entraîné la présence de beaucoup d'orphelins, une préoccupation particulière pour ces enfants, la naissance de l'UNICEF, qui a aussi amené ces préoccupations, et puis les droits de l'homme, dans lesquels on trouve une toute petite phrase qui dit que les femmes et les enfants ont droit à une protection particulière. Et tout ça va déboucher en 1989 sur la Déclaration universelle des droits de l'enfant. Vous en avez sûrement entendu parler. Peut-être vous ne l'avez jamais lue. Mais qu'est-ce qu'on va trouver dans cette Déclaration des droits de l'enfant qui va fondamentalement changer notre regard sur l'enfant et forcément le regard sur les parents? On va trouver toute une liste de droits. Alors les enfants, ils ont le droit de faire leur propre choix, ils ont le droit de croire en ce qu'ils veulent croire, ils ont le droit d'avoir leurs propres opinions, ils ont le droit de faire toute une série de choses. Et dans cette déclaration, on va non seulement parler des droits des enfants, mais on va aussi parler du coup des devoirs des parents. C'est-à-dire qu'en fait, le rôle des parents, ça va plus être seulement d'éduquer l'enfant comme eux l'entendent, mais ça va être de permettre à l'enfant d'exercer ses droits. C'est-à-dire de lui donner tous les choix possibles pour qu'il se développe au meilleur de ses possibilités. Okay ? Et ça va venir mettre un peu de pression sur les parents parce qu'on devient plus ceux qui imposent des choses aux enfants, on devient ceux qui permettent aux enfants de s'épanouir là où ils veulent et selon leurs propres choix. Et ça va supposer beaucoup de négociations avec les enfants et surtout une démocratie au sein des familles qui est tout à fait nouvelle. Et cette déclaration des droits de l'enfant, elle va encore un peu plus loin. Il y a un troisième acteur. Le troisième acteur, ce sont tous les pays qui ont signé cette convention. Et qu'est-ce qu'on dit dans cette convention ? Que les pays qui la signent, bien sûr la Belgique l'a signée, et 193 pays dans le monde ont fait ça, tous les pays qui ont signé cette convention se sont engagés, à mettre en place toute une série de services qui aident les parents à faire leur job, puisque là on prend conscience que ce n'est pas si facile d'être parent avec tous les devoirs qu'on va devoir faire. Et donc les pays instaurent des services, par exemple, ils subsidient des crèches pour qu'on puisse aller travailler et confier nos enfants. Il y a les allocations familiales, il y a des ASBL qui sont subsidiés pour soutenir les familles, il y a la Ligue des familles, par exemple, en Belgique. Mais pas seulement ça, les pays qui ont signé cette convention se sont aussi engagés à protéger les enfants quand les parents ne font pas bien leur job. Ça, c'est ce qu'on appelle le monitoring de l'État. Alors, bien sûr, on est tous d'accord que quand des enfants sont battus dans leur famille, l'État, par les services d'aide à la jeunesse, par exemple, ou par les services qu'on appelle SOS Enfants, vont intervenir dans ces familles pour protéger les enfants quand les parents ne font pas bien leur job.
Ça, on est tous d'accord que c'est bien. Mais on sent tous ce monitoring. Il suffit de réfléchir au fait que si vos enfants vont à la visite médicale demain, eh bien tous ici, on espère qu'ils ne vont pas faire une mauvaise chute dans l'escalier la veille, parce que s'ils arrivent avec des bleus à la visite médicale, il y aura cette forme de monitoring social qui va faire qu'on va quand même vous demander un peu ce qui s'est passé. Et essayez aussi d'envoyer vos enfants pendant 1 mois avec des tartines de Nutella à l'école, et vous verrez que l'école va exercer ce monitoring, parce qu'ils vont considérer que vous ne faites pas bien votre job, parce que vous n'équilibrez pas les repas de vos enfants. Donc ce monitoring, il va bien au-delà des cas extrêmes de maltraitance, et ça va contribuer à mettre une certaine pression sur les parents qui sont aujourd'hui tenus de faire leur job correctement. Un troisième bouleversement qui va modifier le travail des parents, c'est le fait qu'aujourd'hui, être parent, c'est le résultat d'un choix. Il y a quelques générations, on ne disposait bien entendu pas des moyens de contraception et encore moins de la procréation médicalement assistée. Du coup, on était parents parce que c'était naturel. Ma grand-mère me disait, moi j'ai eu les enfants qui sont venus, j'ai rien fait pour, ni pour qu'ils viennent, ni pour qu'ils soient pas là. Aujourd'hui, quand on devient parent, on le fait parce qu'on a choisi. On va planifier à quel âge on veut devenir parent, on va planifier l'écart d'âge qu'on souhaite entre ses enfants et combien d'enfants on souhaite. Eh bien, ça va fondamentalement changer notre regard sur l'enfant et la tâche des parents, parce que tout ce qui résulte d'un choix, après, on doit l'assumer. Il y a une forme de prise de conscience que si on fait délibérément le choix d'avoir des enfants, alors c'est que derrière, bien sûr, on va assumer ces enfants et tout ce que ça représente. Okay ? Et c'est d'autant plus vrai, alors dans les consultations, on reçoit parfois des gens qui ont fait de longs parcours de procréation médicalement assistée, donc c'est qu'ils voulaient ces enfants, c'est bien plus que le résultat d'un choix, parfois c'est le résultat d'un acharnement qui a duré pendant des années, et puis finalement ils arrivent à cette parentalité qui, leur apporte pas tout l'épanouissement qu'ils attendaient, et il y a une forme de déception importante, dont on reparlera tout à l'heure. Mais donc l'enfant choisi modifie bien entendu le rapport à la parentalité. Un quatrième bouleversement, eh bien, c'est tout le travail que les psys ont fait au XXe siècle, deuxième moitié du XXe siècle. Alors, puisque la société commence à s'intéresser aux enfants, les psychologues, ils vont aussi, psychologie, c'est une science jeune, c'est une science du XXe siècle, elle va aussi commencer à s'intéresser aux enfants, et particulièrement 2 domaines qui vont contribuer à mettre de la pression sur les enfants. Le premier, c'est toutes les études qu'on a faites sur ce qu'on appelle l'attachement. Alors, l'attachement, c'est quoi ? C'est au fond comment se nouent les liens d'affection, les liens d'amour entre un enfant et son entourage proche. Qu'est-ce qu'on va montrer dans ces études, notamment à partir des enfants qui, dans l'après-guerre, se sont retrouvés sans parents et dont certains se sont laissés mourir? Alors on va dire, OK, les enfants qui ne bénéficient pas de liens affectifs suffisamment forts, en fait, ce sont des enfants qui vont non seulement être malheureux, mais pour qui la vie va être dure. Alors qu'est-ce qu'on va montrer? C'est qu'en fait, quand on ne parvient pas à sécuriser l'attachement avec un enfant, ça va avoir des conséquences pendant toute sa vie. On va montrer que les enfants qui ne sont pas sécurisés au niveau affectif, ce sont des enfants qui vont davantage échouer à l'école, qui vont avoir une mauvaise estime d'eux-mêmes, qui vont avoir des difficultés à se faire des amis, à se mettre en couple, et même, quand ils vont avoir leurs propres enfants, ils vont avoir du mal à établir eux-mêmes des liens de sécurité avec leurs enfants. Du coup, quand on est parent, ça mène sacrée pression, parce que ces études-là, elles montrent que c'est surtout entre 0 et 2 ans qu'il ne faut pas se louper. C'est là que la sécurité d'attachement s'installe. Alors pour toutes les mamans, par exemple, qui font une dépression postpartum et qui, de par leur état, ne sont pas extrêmement disponibles et ont conscience de ne pas tout à fait faire leur job comme elles devraient, ça mène sacrée pression. Parce qu'on se dit, au fond, si je me rate maintenant, si là je n'arrive pas à donner cette sécurité d'attachement, eh bien voilà tous les risques que je fais prendre à mes enfants pendant des années. Et c'est une raison pour laquelle, quand les parents viennent parfois en consultation, ils disent « c'est ma faute ». Qu'est-ce que moi j'ai raté pour que mon enfant soit comme ça, qu'il ne réussisse pas à l'école, qu'il ne soit pas heureux, qu'il se dispute avec les autres, etc. Il y a une forme de culpabilisation incroyable parce qu'on sait à quel point être parent, ça va avoir une influence sur le développement de l'enfant. Alors il y a un autre aspect qu'on a étudié en psychologie qui est ce qu'on appelle les pratiques éducatives. C'est au fond, comment est-ce que vous vous y prenez tous les jours pour éduquer vos enfants? Et là, à nouveau, on va montrer qu'il y a des comportements éducatifs qui sont propices au bon développement de l'enfant, et par ailleurs, des comportements éducatifs qui sont moins propices. Par exemple, si vous donnez des fessées, eh bien, toutes les recherches ont montré que la fessée, c'est complètement contre-productif. Ça augmente l'agressivité chez les enfants, mais ça ne les amène pas à mieux obéir. Donc en gros,
Il ne faut pas trop frapper ses enfants, ce n'est pas une bonne chose. D'ailleurs, la fessée est interdite dans déjà pas mal de pays européens, donc ça passe de la psychologie jusque dans les lois. Et on va montrer ainsi comment se comporter en tant que parent positif. Alors là, on a toute une littérature sur la parentalité positive qui donne des sortes de conseils sur comment être aujourd'hui un bon parent à partir de ce qu'on connaît en psychologie. Alors vous allez me dire, oui, ok, ça met la pression sur les parents, mais aucun parent ici dans la salle et dans tous ceux que je connais n'ont jamais lu ni la Déclaration des droits de l'enfant et encore moins les travaux en psycho. C'est vrai. Et pourtant, vous savez tous ces notions. Pourquoi ? Parce que vous les avez tous vues dans des campagnes d'affichage, par exemple. Vous êtes tous forcément à un moment donné passés à côté d'affiches comme celle-là, dans les couloirs des hôpitaux où vous allez en consultation avec vos enfants, dans les couloirs de pédiatrie, dans les salles d'attente des médecins traitants, mais aussi dans des journaux comme Le Ligueur, par exemple, où vous allez avoir des messages comme ceux-là qui vont vous dire « Et pour être un bon parent, la fessée, ce n'est pas une bonne idée. Pour être un bon parent, pour favoriser les liens d'attachement, il faut allaiter vos enfants, pas seulement parce que c'est bon pour leur immunité, mais parce que c'est bon pour les soins affectifs, pour les liens. Et donc, si vous voulez être une bonne mère, c'est mieux si vous allaitez. Si vous voulez être un bon parent, c'est mieux si vous ne mettez pas vos enfants devant les écrans, parce que les écrans, ça ne favorise pas le bon développement de l'enfant. Alors, en fonction de l'âge, voilà comment il faut faire, combien de temps vous pouvez les laisser et comment vous devez négocier les écrans avec les enfants. Vous allez aussi, au-delà des campagnes d'affichage un peu sérieuses, vous allez aussi voir des publicités qui vont vous mettre devant cette vision idéalisée de la parentalité. Regardez ici, par exemple, c'est une publicité pour Pampers. Toutes les mamans, même quand elles changent des langes de caca, elles ont l'air super contentes. Vous verrez jamais, vous pouvez regarder toutes les pubs de Pampers, elles ont toutes un sourire flamboyant. Et puis vous avez des tas de publicités qui vont vous ramener à cette idée qu'en fait, être parent, c'est forcément nager en plein bonheur. Alors il y a un cinquième bouleversement qui vient s'ajouter à tout cela et qui font qu'être parent aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'il y a 1 ou 2 générations. C'est la montée dans notre culture de ce qu'on appelle les valeurs individualistes. C'est quoi des valeurs individualistes ? Eh bien, dans les cultures du monde, il y a grosso modo 2 grandes tendances. Il y a des cultures qui fonctionnent comme chez nous, de façon individualiste. Ça veut dire que les besoins, les désirs des individus priment sur les désirs et les besoins du groupe social. C'est-à-dire qu'au fond, dans nos cultures, on élève nos enfants, et nous avons été élevés comme ça aussi, en nous disant « mais tu dois tracer ta propre route, tu dois faire tes propres choix, tu dois être à l'écoute de tes propres besoins, tu dois savoir ce qui est bon pour toi ». Et donc, il y a toujours cette centration sur l'individu. Et puis, il y a des sociétés qui fonctionnent de manière collectiviste, où l'important, ce n'est pas tellement ce que l'individu veut, ressent ou désire, c'est d'abord ce que le groupe veut, ressent ou désire. Et donc les individus veulent d'abord la cohésion sociale, comme on appelle ça. Ils veulent d'abord que leur groupe, et notamment le groupe familial, fonctionne. Alors dans les sociétés qui deviennent très individualistes, comme c'est le cas de notre société occidentale, où on est extrêmement centré sur nos besoins, eh bien être parent, ça induit une sorte de dissonance, quelque chose qui est un peu bizarre dans notre tête, parce qu'à la fois on nous dit « sois attentif à tes besoins » et en même temps être parent, c'est beaucoup d'abnégation. Les gens qui ont des enfants ici dans la salle savent bien que quand on est parent, nos propres besoins, ça passe souvent au second plan. J'ai envie de lire un bouquin, oui, mais j'en ai 3 qui se disputent, j'en ai un qui a besoin d'aller faire pipi, j'en ai une autre qui a faim, votre bouquin, vous le laissez sur la table et ce ne sera pas pour tout de suite. En tant que parent, c'est ça. En fait, en tant que parent, on est un peu obligé d'être collectiviste, mais on a quand même été élevé dans des valeurs individualistes. Et ça crée beaucoup de frustration. Les parents qui consultent disent presque tous « ce qui est dur pour moi, madame, c'est de jamais trouver un quart d'heure pour moi ». Eh bien, dans les sociétés collectivistes, les mamans, elles ne se posent pas ce genre de questions, parce qu'elles ont été élevées dans l'idée que, les parents en général, elles ont été élevées dans l'idée que ce qui est d'abord important, c'est que le groupe, et notamment leur groupe familial, fonctionne, et donc le fait d'être, entre guillemets, au service de leurs enfants est quelque chose qui est beaucoup plus naturel. Et donc cette montée de l'individualisme, elle a aussi changé un peu la donne par rapport à la parentalité. Et donc ces différents bouleversements font qu'aujourd'hui, on parle de la parentalité, c'est un sujet qui intéresse, c'est un sujet qui questionne, et les parents se sentent parfois comme pris dans un étau sous une pression importante. Alors vous me direz, oui, mais il y a encore plein de parents heureux, bien sûr. On ne ressent pas tous la pression de la même façon. Pourquoi ? Alors,
pour plusieurs raisons. D'abord à cause parfois de son histoire personnelle. Je dirais certainement qu'il y a des parents qui se mettent plus la pression que d'autres, parce que par exemple, ils ont fait des choix particuliers. Je pense aux familles homoparentales, par exemple, qui font le choix d'avoir un enfant avec un parent du même sexe, et qui ont conscience qu'on les attend encore plus au tournant que les autres, et que donc il ne faudra surtout pas se louper, parce que sinon on leur dira « oui, mais bon, tu as fait le choix d'élever un enfant dans des conditions un peu particulières, alors maintenant, t'étonne pas s'il y a des choses qui dysfonctionnent. » Donc l'histoire personnelle, elle peut amener à se mettre encore plus de pression et à être plus attentif à cette pression-là. Ce qui peut aussi amener à cette pression-là, c'est par exemple le fait d'avoir eu soi-même des parents dysfonctionnels et de se dire « mais moi, je ne veux jamais reproduire ces erreurs avec mes propres enfants ». Et donc on se met une sorte de pression à vouloir faire les choses très bien pour ne pas reproduire des erreurs dont nous-mêmes on a souffert. Et une troisième chose qui peut augmenter la pression, c'est quand on est quelqu'un de très perfectionniste. Parce qu'en somme, toutes les recommandations que je vous ai dites tout à l'heure, les écrans, l'allaitement, l'attachement, toutes ces choses importantes, le fait de ne pas donner de fessée, effectivement, ce sont tous des messages extrêmement positifs et extrêmement importants. Mais le problème des parents perfectionnistes, c'est qu'ils vont être ultra attentifs à tous ces messages-là, et comme ils veulent devenir les meilleurs parents du monde, ils ne prennent pas la peine de se les approprier. Ils vont comme prendre toutes ces recommandations, les mettre les unes derrière les autres, et finalement faire de leur vie de parents un objectif et un standard complètement inatteignable, qui fait que cette pression devient énorme. On en reparlera tout à l'heure. Alors maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi il est important de trouver son équilibre en tant que parent dans un contexte au XXIe siècle où le défi est quand même un tout petit peu particulier et où on vit dans une époque où la parentalité a pris de nouvelles couleurs. En fait, il faut vous imaginer que quand vous devenez parent, c'est toute votre identité qui est remaniée. Alors l'identité, c'est quoi? C'est tout ce qui vous définit, qui fait que vous êtes vous et pas la personne qui est à côté de vous. Personne n'est interchangeable parce que nous avons tous une identité. L'identité, on peut la représenter comme une boule, à l'intérieur de laquelle il y a plusieurs petites boules. Alors imaginez que vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous vous présentez, qu'est-ce que vous allez dire? Bon, il a vu que vous étiez un homme et une femme, donc on a une identité de genre. Mais vous allez dire, par exemple, je suis mariée, j'ai X enfants, je fais ça comme travail, mes loisirs, c'est plutôt ça. En fait, c'est tout ce qu'on va un peu mettre dans un CV qui va faire que c'est nous et personne d'autre. C'est ça, l'identité. Alors, avant de devenir parent, on a une identité de couple, on a une identité à travers les amis qui sont les nôtres, on a une identité à travers le travail qu'on fait, et on a une identité à travers les loisirs qu'on pratique. Par exemple, si vous faites du sport extrême, ça dit quelque chose de votre identité, de votre personnalité. Vous aimez le risque, par exemple, et bien voilà, ça va vous définir. Quand on devient parent, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a une identité qui vient s'ajouter à toutes les identités qui étaient déjà là. Mais cette identité-là, elle a ceci de particulier qu'elle va forcément prendre toujours beaucoup de place. Devenir parent, c'est ajouter une identité qui va jouer un peu des coudes et qui va vous obliger, au fait, à revoir vos autres identités en les comprimant un peu. Tous ceux qui sont déjà parents dans la salle savent bien que quand leur premier enfant est né, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait moins de temps, moins de place pour les loisirs. Il y avait moins de temps, moins de place pour le couple. Et parfois, on doit aussi revoir un peu la place du travail. On doit aménager ses horaires. Parfois, on diminue son temps de travail. Parce que cette identité vient prendre une place extrêmement importante. Et donc, il y a un remaniement identitaire qui est assez fort. Alors finalement, trouver son équilibre, c'est parvenir en fait à avoir un équilibre à l'intérieur de toutes ces identités. Et j'ai envie de dire que peut-être que ce qu'on peut dire, c'est qu'être un bon parent, c'est arriver à rester épanoui dans toutes ces identités-là, dans celle de parents bien sûr, mais en gardant un épanouissement dans toutes les autres, sans se sentir complètement absorbé par ce rôle parental. Sinon, qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas? Alors vous avez peut-être entendu ce terme de burn-out parental. On va essayer de comprendre un peu ce que c'est et comment on y arrive. Alors le burn-out, on peut dire que, en fait, c'est une maladie du surinvestissement. Les gens qui tombent dans l'épuisement parental, ce sont en fait des gens très souvent qui ont donné une place à cette identité parentale qui est surdimensionnée. Ils lui ont donné toute la place. Ils ont vu de moins en moins leurs amis, voire plus du tout. Ils ont parfois réduit leur temps de travail, voire même pris pause carrière, congé parental pour se donner à fond à leurs enfants et à l'éducation. Ils ont beaucoup moins de temps pour le couple et les loisirs sont complètement passés à la trappe. Alors quand on fait ça,
quand on surinvestit une identité par rapport à toutes les autres qui nous définissaient avant, c'est quelque chose qui est compliqué à négocier. Ça peut marcher tant que cette identité-là, elle va vous nourrir, tant qu'elle va vous apporter beaucoup de gratification, tant qu'elle va générer tout plein d'émotions positives. Mais on sait bien, vous et moi, que la parentalité, ça ne génère pas que des émotions positives. Par exemple, imaginez que toute la journée, vous avez anticipé le retour de vos enfants pour que ça soit génial. Et donc, pendant qu'ils étaient à l'école, vous en avez profité pour faire toutes vos tâches ménagères, pour être complètement disponible quand ils allaient rentrer. Et puis, comme vous aviez terminé un peu plus tôt, vous avez été faire des courses pour leur préparer le repas qu'ils préfèrent. Et puis, vous allez les rechercher à l'école, et voilà qu'en fait, ils sont de mauvais poils, ils n'ont pas envie de jouer avec vous, ils n'ont pas faim, et ils vont s'enfermer dans leur chambre. Et là, vous vous dites, eh bien, tout ça pour ça, après tout ce que j'ai fait pour eux, ça, c'est exactement le schéma de la frustration qu'on peut avoir quand on surinvestit une identité et que finalement, on n'est plus défini que par cette identité, alors que tout le reste s'est étiolé. Eh bien, c'est ça le burn-out parental, c'est quand on se surinvestit dans un rôle qui, au bout du compte, ne nous donne plus la satisfaction qu'on en attend. Alors, quand on est en burn-out, qu'est-ce qu'on éprouve ? On éprouve d'abord un grand épuisement. Ce sont des parents qui vont dire que rien que de penser qu'ils vont devoir s'occuper de leurs enfants toute la journée, ils n'en ont plus ni la force physique, ni la force émotionnelle ou psychologique. Ce sont des parents qui se distancient de leurs enfants, ça veut dire qu'ils vont fonctionner un peu en pilotage automatique. Ils sont à ce point épuisés qu'en fait, ils ne parviennent plus qu'à faire le strict minimum, les conduire à l'école, leur faire à manger, mais ils n'ont plus le temps et l'énergie pour s'asseoir et par exemple s'intéresser à ce que leurs enfants ont fait au cours de la journée. Il y a cette distance émotionnelle qui se met entre les deux. Ce sont des parents qui vont exprimer aussi une perte de plaisir dans la parentalité. Ils n'ont plus de satisfaction en fait, à passer du temps avec leurs enfants, ça devient un poids, un fardeau. Et puis il y a la notion de contraste, parce que comme je viens de vous expliquer, ce sont souvent des parents qui ont voulu être les meilleurs parents du monde, qui se sont surinvestis, qui en ont trop fait. Et là, ils ne se reconnaissent plus, parce qu'ils sont tombés dans un état qui fait qu'ils sont à 100 lieues de ce qu'ils avaient imaginé, de ce qu'ils avaient rêvé, en voulant des enfants, en faisant ce projet de famille. Alors pourquoi est-ce qu'on se préoccupe de l'épuisement parental ? Pourquoi est-ce qu'on trouve que c'est si important de trouver son équilibre ? Eh bien parce que dans les recherches qu'on a menées, on voit que le burn-out parental, ça a des conséquences importantes sur le parent, sur le couple et sur l'enfant. Alors il y a plein de ces conséquences qui sont les mêmes que dans la dépression ou que dans le burn-out professionnel, par exemple, comme avoir des troubles du sommeil. Mais il y a aussi des conséquences qui sont assez spécifiques au burn-out parental. Par exemple, le risque de suicide et le risque de fugue. Le risque de fugue, c'est quand je dis « j'imagine comment je vais faire pour partir à l'autre bout de la terre, quitter le navire et ne pas donner de nouvelles. Recommencer une vie ailleurs, sans enfant, sans conjoint, ailleurs. » Alors ces risques-là, bien sûr, ils existent dans la dépression et dans le burn-out professionnel, mais dans une toute moindre mesure. Et pourquoi ? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la parentalité, c'est un job dont on ne peut pas démissionner. Quand vous êtes en burn-out professionnel, vous pouvez toujours vous dire que vous allez changer de fonction, changer de boîte, démissionner, refaire des études, parce que dans notre pays, c'est possible à peu près tous les âges. Il y a toujours une espèce de porte de sortie. Mais dans la parentalité, il n'y a pas de porte de sortie. On ne peut pas démissionner de ses enfants, on ne peut pas prendre congé de ses enfants, on ne peut même pas avoir un certificat pour se reposer, ça ne marche pas. Et donc le fait de se dire qu'en fait il n'existe pas de porte de sortie, ça pousse les gens à avoir parfois des pensées extrêmes, en se disant que la seule façon de s'en sortir, au fond, c'est de passer à l'acte. Et cet acte, c'est souvent ce risque de suicide ou ce risque de fugue. Et puis les conséquences sur l'enfant, elles sont très importantes. On assiste beaucoup à de la négligence envers les enfants, parce que l'épuisement fait en sorte qu'on n'a plus la force de s'en occuper, donc on laisse les enfants sans surveillance, on ne fait pas son job. Et de la maltraitance. Alors ce ne sont pas des parents maltraitants comme on en trouve dans les équipes SOS Enfants, ce sont des parents qui, en étant dépassés, épuisés, irritables par ce phénomène de burn-out, vont tout à coup avoir des gestes un peu malheureux, maladroits, mais qui peuvent avoir des conséquences importantes. On ne va pas passer notre temps à lire les commentaires, mais je voulais juste vous dire qu'on a par exemple eu une maman, la Elisabeth, qui nous racontait que pour elle, la sieste, c'était un moment extrêmement important parce que c'était les 2 heures de l'après-midi où elle pouvait souffler. Et puis son petit garçon, qui avait presque 4 ans, mais il n'avait plus tellement envie de faire la sieste, mais pour elle, c'était tellement important qu'il se couche 2 heures, qu'elle l'avait mis et remis dans son lit, mais
avec des gestes qui finalement étaient si violents que la tête avait heurté le bord du lit et cet enfant a dû être hospitalisé. Et c'est souvent ce qui va amener les demandes de consultation. Les gens sentent qu'ils vont trop loin parce qu'ils finissent par avoir des gestes malheureux vis-à-vis de leurs enfants quand cet équilibre est rompu et quand on a perdu le plaisir de la parentalité. Alors pour toutes ces raisons-là, c'est hyper important de garder l'équilibre parental. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est bien essayer de comprendre comment ça marche cet équilibre et quelles sont les pistes qu'on peut avoir pour ne jamais tomber dans cet état d'épuisement, pour éviter d'aller surinvestir un rôle qui peut bien sûr nous épanouir tout un temps, mais aussi parfois nous amener dans une frustration extrême et nous épuiser. Alors je vous propose de voir la parentalité comme une balance. Alors dans cette balance, il y a d'un côté, en rouge, tout ce qui pèse, tout ce qui coûte. Alors c'est ce qu'on appelle les stresseurs ordinaires. C'est quoi les stresseurs ordinaires ? Quand on est parent, il y a des tas de choses qui vont nous coûter quotidiennement. Ça peut être, tiens, cette semaine, il ne faut pas que j'oublie qu'il y a une excursion, 4 boîtes à tartines à faire, et puis mercredi, il va chez un copain, et je dois aussi le conduire 2 fois au foot. Ok, ça c'est un peu de la charge mentale, c'est tout ce qui va nous coûter au quotidien. Et puis il y a des préoccupations qui coûtent, comme par exemple, l'aîné qui va pour la première fois faire un trajet seul en bus et en train, et vous avez en fait des tas de pensées que tout ce qui pourrait lui arriver pendant le trajet, par exemple. Alors tout ça, c'est ce qui va générer les petits stresseurs du quotidien, tout ce qui va coûter dans la parentalité. Et puis de l'autre côté, on a heureusement toute une série de ressources qui vont nous permettre au quotidien d'encaisser ces stresseurs-là. Et toutes ces ressources, c'est aussi tous les petits plaisirs du quotidien qu'on a et tout le plaisir qu'on a, ou toute la fierté qu'on a aussi d'avoir des enfants qui vont largement compenser ces petits stresseurs du quotidien. Alors pour être plus précis, on range en général les stresseurs dans 5 grandes familles. Par exemple, on a ce qu'on appelle les stresseurs sociodémographiques. Alors en tant que parent, donc les stresseurs, c'est tout ce qui augmente la demande, c'est tout ce qui fait que c'est plus lourd. Okay ? Alors par exemple, dans les facteurs sociodémographiques, on dira que si vous avez 5 enfants, ça augmente les demandes parce qu'il y a plus de boîtes à tartines, il y a plus d'activités extrascolaires à gérer, il y a plus potentiellement de crises de colère à gérer, ça augmente le risque qu'il y en ait un qui soit malade à 8h du matin quand vous devez partir au boulot, etc., etc. Ça augmente les demandes. Idem, si vous vivez dans une maison avec peu de mètres carrés mais que vous êtes une famille nombreuse, ça va augmenter les demandes parce qu'il y a plus de bruit, c'est moins facile de garder la maison suffisamment organisée et c'est pas facile de trouver un endroit quand on a besoin de souffler, donc ça aussi, ça va augmenter les demandes. Okay, on peut mettre là-dedans, par exemple, le manque de revenus qui peut engendrer du stress, par exemple. Alors, il y a tout ce qu'on appelle les stresseurs situationnels. Alors ça, c'est par exemple le fait d'avoir un enfant avec des besoins spécifiques. Si vous avez un enfant qui a des troubles d'apprentissage et qui tous les jours met 1h30 pour faire ses devoirs, au lieu de mettre 20 minutes, alors ça, c'est sûr, les parents qui sont dans le cas le savent bien, ça vient augmenter les demandes, le stress quotidien. Encore pire si vous avez un enfant avec des troubles chroniques, maladies chroniques qui demandent des soins, je ne sais pas moi, comme de l'asthme par exemple, ou des maladies plus graves. Et pareil, évidemment, si vous avez un enfant qui souffre d'un handicap, qui nécessite parfois que vous le conduisiez très loin dans une école ou une institution, et qui aussi engendre des préoccupations, même sur le long terme, de savoir comment cet enfant va pouvoir s'en sortir. Après, il y a ce qu'on appelle les stresseurs personnels, ça c'est tout ce qui est lié à la personnalité même du parent. Et il y en a beaucoup, mais un sur lequel je voudrais insister, c'est le trait du perfectionnisme. Plus on est perfectionniste, et plus c'est compliqué de trouver son équilibre. Parce que quand on est perfectionniste, on a du mal à se servir de ce dont on parlera après, c'est-à-dire des ressources, parce qu'on a toujours l'impression que ce qui n'est pas fait par nous-mêmes, ça va être mal fait. Donc on ne sait pas déléguer, on ne sait pas aller chercher les ressources. Et comme on est perfectionniste, on va s'imposer des standards très élevés. Et donc tout à l'heure, je vous ai montré toutes les pressions qui pesaient sur les parents. Et bien typiquement, les parents perfectionnistes, ils vont prendre toutes ces recommandations et ils vont se faire une image de la parentalité idéalisée, après laquelle ils vont courir, sans cesse courir en se mettant des pressions. Alors, c'est un peu cliché ce que je vais vous dire, mais en même temps, ce n'est pas du tout des cas isolés. C'est le genre de parents qui ont 3 enfants. Tous les enfants font musique, mouvement de jeunesse et sport 2 fois par semaine et les matchs le dimanche. Ce sont des parents qui veulent que leurs enfants mangent 5 fruits et légumes par jour et si possible bio, et qui sont tout le temps sous stress, en train de courir pour arriver à atteindre les standards qu'ils se sont fixés. Et puis on a les stresseurs qui sont liés à la relation avec l'enfant, c'est-à-dire toute la manière dont on va se comporter avec l'enfant et qui va augmenter le stress quotidien. Ce sont ces fameuses pratiques éducatives. Je vais vous donner un simple exemple, puis on en reparlera tout à l'heure.
Par exemple, si vous avez une éducation qu'on dit inconsistante, c'est-à-dire que certains jours vous dites oui pour certains trucs, le lendemain ça va être non, et le troisième jour c'est de nouveau oui, parce que vous êtes un peu crevé. Ça, c'est le genre de choses qui va augmenter les demandes et le stress. Pourquoi ? Parce que l'enfant, il apprend que c'est pas tout le temps non, même quand vous dites non. Alors, il va demander 10 fois, 15 fois, jusqu'à ce que vous craquiez. Alors, ce sont des enfants qui deviennent un peu sciants, insistants, et qui, au quotidien, en fait, font augmenter le stress. Et c'est parfois des fonctionnements dont on n'a même plus conscience, vis-à-vis desquels on a du mal à prendre du recul. Et puis, on a tous les stresseurs qui sont liés au couple, et ça aussi, on en reparlera tout à l'heure, c'est la manière dont on fonctionne à deux, quand on a la chance d'élever ses enfants pas seul, quand on n'est pas en famille monoparentale, comment est-ce qu'on fonctionne à deux ? Et bien sûr, il y a des stresseurs qui sont liés au couple, qui sont assez évidents. Par exemple, si vous avez un mari qui est transporteur routier et qui part 2 semaines et puis qui est là 5 semaines, alors ça change un peu l'équilibre familial. Mais plus simplement, c'est aussi la façon dont on va s'ajuster. Alors si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et que par exemple, quand vous engueulez un enfant, lui repasse derrière pour dire « ta mère, elle s'énerve pour rien », et il vient lever la punition, alors ça, c'est le genre de choses qui va effectivement augmenter le stress au niveau de la parentalité. Alors pour pouvoir contrer tout ça, et bien de l'autre côté, parfois, quand on a de la chance, quand c'est en équilibre, on a des ressources qui vont venir rééquilibrer, qui vont venir nous permettre de gérer ces stresseurs. Un simple exemple, c'est que si vous avez 3 enfants qui font plein d'activités extrascolaires, c'est pas grave si vous habitez dans un quartier où les parents se filent des coups de main et où finalement vous partagez les trajets entre 4 familles, ça va finalement pas être si lourd. C'est ça le principe, c'est que si vous mettez des stresseurs d'un côté, il faut forcément compenser avec des ressources de l'autre. Et ce qui va composer la balance de chaque famille, de chaque parent, c'est extrêmement toujours particulier. Donc tous les stresseurs qu'on accumule et toutes les ressources qu'on accumule sont toujours particulières. Alors on sait que dans les ressources et les stresseurs, ils ne se valent pas tous, et que en fait, ce sont les stresseurs qui sont liés à la relation avec l'enfant, au couple, et les stresseurs personnels qui pèsent d'un poids plus lourd. Et donc tout à l'heure, quand je vous donnerai des pistes, on insistera particulièrement là-dessus, et c'est quand même une bonne nouvelle, puisqu'en fait, les stresseurs et les ressources sociodémographiques et situationnelles, on ne peut pas y faire grand-chose. Si vous avez une maison trop petite, que vous ne gagnez pas assez d'argent et que votre enfant a des troubles d'apprentissage, on peut difficilement y changer quelque chose. Par contre, les 3 autres types de stresseurs ou de ressources, vous verrez tout à l'heure qu'on peut certainement faire quelque chose pour rétablir l'équilibre. Alors pour vous permettre de bien comprendre le mécanisme, je vais prendre un exemple d'une jeune femme qui a consulté chez nous il n'y a pas si longtemps, on va l'appeler Julie. Et pour vous montrer pourquoi elle consulte et pourquoi elle est en situation d'épuisement, alors Julie, c'est une maman qui élève seule ses 2 garçons. Donc c'est une famille monoparentale et c'est une maman qui a eu elle-même des troubles d'apprentissage, qui n'a pas fait beaucoup d'études, qui travaille en boîte d'intérim, donc elle a des revenus qui sont un peu fluctuants. Elle a un de ses enfants qui a aussi des problèmes d'apprentissage et ça cause d'autant plus de stress pour elle que comme elle a eu elle-même des troubles d'apprentissage, elle n'a pas du tout envie que son enfant en arrive comme elle, à ne pas trouver de boulot, à avoir du mal à s'insérer sur le plan socio-professionnel. Et donc pour elle, c'est très stressant. Et en même temps, elle a du mal à aider cet enfant parce qu'elle-même n'est pas très armée sur le plan scolaire. Alors c'est une maman qui n'est pas très à l'aise avec ses émotions, ça fait aussi partie des facteurs personnels qui vont augmenter le stress. Et c'est une maman très perfectionniste, parce que comme elle est en famille monoparentale, elle n'a surtout pas envie de se louper, elle veut bien faire son boulot, et donc elle se met des standards assez élevés. Mais bon, c'est une maman qui a une éducation assez inconsistante et qui forcément, au niveau du couple, n'a pas de soutien conjugal. Alors vous voyez, tout ça, ça pèse assez fort, et ce n'est pas une situation si extrême que ça. Et qu'est-ce qu'elle a pour compenser de l'autre côté ? Ah oui, les grands-parents arrivent habitent au bout de la rue et sont assez disponibles pour l'aider quand elle a besoin d'un coup de main. Et à part ça, dans sa balance, il n'y a pas grand-chose, si bien qu'en fait, quand on voit la situation comme ça, on comprend pourquoi cette maman déboule en consultation en étant tout à fait désemparée. Alors si vous avez bien compris mon histoire de balance, vous verrez qu'en fait, quand on veut équilibrer sa balance, il y a plusieurs façons de faire. D'abord, il faut se rendre compte qu'il y a des facteurs, donc des stresseurs, sur lesquels on va juste rien pouvoir faire. Par exemple, si on a un enfant qui souffre d'autisme, si on a un enfant qui a des troubles d'apprentissage, ou si on ne gagne pas assez, parfois ce sont des facteurs, on peut trouver ça très triste, mais on doit parfois se dire je vais arrêter de ressasser, de ruminer là-dessus, parce que c'est quelque chose qui fait partie de ma balance et que je ne pourrai pas modifier. Et donc il y a des choses qui sont irréductibles, sur lesquelles on ne peut pas travailler. Par contre, on a dans sa balance des stresseurs dont on peut faire quelque chose et des ressources dont on peut faire quelque chose. Par exemple, dans les stresseurs, il y a parfois des choses qu'on s'est imposées, mais qu'on pourrait assez facilement
redéposer ailleurs, c'est-à-dire sortir de sa balance. Exemple, si vous avez 3 enfants qui ont chacun 3 activités extrascolaires par semaine avec les matchs le week-end, ça fait beaucoup de stress et beaucoup de demandes. Vous pourriez, sans pour autant être un parent castrateur, vous dire « je vais dire à chaque enfant qu'il choisit 1 ou 2 activités maximum », parce que ça vous permet assez facilement de retirer de la balance une quantité de stress et de demandes qui sont parfois arrivées dans votre balance sans que vous vous soyez bien rendu compte de l'impact. Souvent, ce qui se passe dans les familles, c'est qu'on a un premier enfant et comme on veut être un très bon parent, eh bien, on veut l'éveiller, comme on dit. Donc on va le mettre à la psychomote, puis après il va faire du foot, par exemple, et puis il va vous demander pour essayer l'académie, et puis vous allez le mettre au scout, et puis il y a un deuxième qui vient, et vous vous dites pourquoi je priverais le deuxième de ce que le premier a eu le droit d'avoir. Donc le deuxième, lui aussi, fait 3 activités, et puis un troisième. Et donc finalement, dans cette balance, se sont ajoutées des tas de choses, sans forcément qu'on ait été mettre des compensations de l'autre côté, et au bout du deuxième ou du troisième, vous n'en pouvez juste plus. Alors prendre un peu du recul, c'est aussi se dire, bon, peut-être dans mon plateau des stresseurs, il y a des choses que je peux assez facilement redéposer, renoncer à ces stresseurs, sans que ça ait forcément un coût très important. Et une autre chose qu'on peut certainement faire, c'est du côté des ressources, regarder s'il n'y a pas des ressources dont on dispose déjà mais qu'on n'utilise pas bien. J'entends souvent dans les consultations, j'ai un conjoint génial, sauf qu'à ce conjoint, en fait, je ne lui demande jamais rien, pour des tas de raisons dont on reparlera tout à l'heure. Donc parfois, on a des ressources, on n'ose pas aller les chercher. Alors, une des raisons pour lesquelles on n'ose pas, c'est parfois ce perfectionnisme qui fait qu'on a l'impression que si c'est fait par quelqu'un d'autre, c'est mal fait. Donc parfois, ces ressources sont là, mais on ne va pas les chercher, et on veut tout faire soi-même. Et aussi, il y a parfois des ressources qu'on n'a pas, mais qu'on irait bien chercher. C'est-à-dire qu'en fait, il faut parfois être un peu créatif, de se dire, je pourrais aller chercher des ressources nouvelles auxquelles je n'ai jamais pensé. Et je vais vous donner le meilleur de tous les exemples que j'ai jamais eus, parce que quand on a les gens en consultation et qu'on travaille là-dessus, on les fait brainstormer. On leur dit, bon maintenant, vous renoncez aux limites que vous avez dans votre tête et vous rêvez tout haut des ressources que vous aimeriez avoir dans votre balance. Et un papa m'avait dit, parce qu'il n'y a pas que les mères qui s'épuisent, les pères aussi, un papa m'avait dit, moi, je donnerais cher pour pouvoir, une fois par an, partir en week-end avec ma femme, parce que c'est ce qu'on adorait faire quand on était jeune couple. Et c'est juste pas possible. Alors il a brainstormé avec nous, et la solution qu'il a trouvée est la suivante. Il a créé un groupe Facebook avec les parents des enfants de la classe de son fils. Si tu entres dans le groupe Facebook, le deal, c'est que tu t'engages une fois par an à prendre les enfants d'une autre famille du vendredi soir au dimanche midi. Okay ? Et forcément, quelqu'un te rend l'appareil à un moment donné pendant l'année scolaire. Alors, ce groupe Facebook a été un grand succès. Et puis, il m'a dit, vous savez, en fait, on a gagné 2 week-ends de qualité. Celui où je pars avec ma femme, bien sûr, mais aussi le week-end où nous avons des enfants à la maison. Parce que ça change complètement la dynamique. On en profite pour faire des activités sympas, les enfants sont contents. Ce week-end, il passe super vite, c'est chouette. Donc, on a gagné 2 week-ends de qualité par an. Alors ça, c'est l'idée d'aller chercher des ressources qu'on n'a pas encore, qu'on ne s'est jamais donné le droit d'aller chercher, en étant parfois un tout petit peu créatif. Alors pour terminer, je vais vous donner quelques pistes concrètes pour équilibrer cette balance en faisant particulièrement attention aux 3 types de facteurs qui ont le plus d'impact, qui sont les facteurs personnels, éducatifs, donc de la relation liée avec l'enfant, et qui sont liés au couple. Alors on va commencer par les aspects personnels. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut certainement bannir les solutions simplistes. Par exemple, si vous vous sentez un peu épuisé en tant que parent, ne vous dites surtout pas « je vais travailler mi-temps ». Parce que si vous avez bien suivi mon raisonnement de tout à l'heure, ce que vous risquez de faire, c'est en fait de perdre quelque chose qui parfois vous permet de souffler en tant que parent. Et dans nos études, on a quand même mené des études sur plus de 6000 parents. Les parents qui sont le plus en burn-out, c'est ceux qui sont à temps partiel ou qui ne travaillent pas. Okay ? Donc il ne faut pas croire que c'est la conciliation avec le travail qui est le plus compliqué, c'est d'être sans cesse confronté aux exigences et aux standards de la parentalité et de n'avoir que ça dans son enveloppe identitaire. Donc bannir les solutions simplistes, et comme autre solution simpliste, c'est aussi se dire « ce serait tellement mieux si mon mari en faisait un peu plus ». Okay ? Ça, c'est aussi une solution simpliste, c'est de se dire « on va attendre que les autres bougent pour que quelque chose change ». Mais commençons d'abord par savoir qu'est-ce que moi, concrètement, je peux bouger. Alors la première chose au niveau personnel, c'est certainement de renoncer à ce perfectionnisme absolu et donc d'accepter d'être un parent un peu imparfait. Alors pour un peu vous dire ce qui me semble le plus général à faire, c'est que bien sûr, on est tout le temps bombardé de recommandations en tant que parent.
Si vous allez dans une librairie, il y a plein de livres, des magazines, mais aussi des bouquins qui vont vous expliquer comment être un bon parent, comment pratiquer la parentalité positive. Et bon nombre de parents qui consultent chez nous, ils en ont une bibliothèque remplie, ils ont tout lu. Par exemple, ils ont tout lu Isabelle Filiosa qui donne des tas de recommandations. Ils ont tout lu sur l'alimentation des bébés, sur l'alimentation des enfants, sur les crises de colère des ados, ils connaissent tout ça. Mais le problème de ces gens, c'est que alors toutes ces recommandations sont bonnes, et je pense qu'on aura toujours des recommandations parce qu'on fait des progrès dans la nutrition, on fait des progrès par exemple dans la composition des biphénols. Vous savez, il ne faut plus donner des tétines comme ça, mais il faut donner des tétines comme ça. On n'arrête pas de faire des progrès, donc les recommandations données aux parents, elles ne vont jamais s'arrêter. Mais ce que nous, on a à faire en tant que parents, c'est écouter ces recommandations, mais surtout se les approprier. C'est se dire au fond, qu'est-ce que moi, en étant le parent que je suis, dans la situation spécifique qui est la mienne, avec le nombre d'enfants que j'ai, les revenus dont je dispose, le temps de travail que j'ai, etc., qu'est-ce que raisonnablement je peux faire avec ces recommandations sans vouloir nécessairement les prendre au pied de la lettre et me mettre des standards inatteignables entre les mains, donc courir toujours après des chimères. Donc c'est très important d'écouter bien sûr ces recommandations, mais d'essayer de se les approprier, d'essayer de voir qu'est-ce que moi, avec ce que je suis, et le temps dont je dispose, l'énergie dont je dispose, qu'est-ce que je peux en faire? Alors une façon parfois de faire un petit peu le point, c'est de se dire au fond, si je prenais une semaine, eh bien, qu'est-ce que je mettrais dans une colonne qui est ce qui me nourrit en tant que parent? Au fond, c'est le plateau des ressources. Qu'est-ce qui dans ma semaine avec mes enfants me nourrit? Et qu'est-ce qui dans ma semaine me coûte? Alors si vous écrivez plus de choses dans ce qui vous coûte que dans ce qui vous épanouit, vous êtes à risque que votre balance, elle penche finalement du très mauvais côté. Et si cette situation perdure, vous pouvez en arriver à perdre du plaisir avec vos enfants et vous sentir complètement épuisé par cette parentalité qui ne vous épanouit pas. Alors ça va être très propre à chaque personne de remplir ça. Ici, ce n'est qu'un exemple, mais ce qui peut coûter, par exemple, c'est systématiquement tous les jours lutter pour les devoirs d'un enfant, par exemple, ou lutter pour qu'ils aillent au lit, parce qu'on a aussi des enfants qui ne se mettent pas facilement au lit, il faut 2 heures, il faut remonter 15 fois, vous n'avez pas de soirée, quoi. Ou bien faire tout le temps la course pour aller faire les courses, pour être à l'heure au cours de danse, qui se situe juste 20 minutes après la fin des cours de l'école, etc. Donc c'est la course. Les trajets, le fait que vous attendiez dans votre voiture en plein hiver que le cours soit fini parce que vous n'avez pas le temps de rentrer chez vous, enfin bref, tout ce que vous pouvez imaginer qui va vous coûter au quotidien, semaine après semaine, et puis faire le même exercice de savoir au fond qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous fait plaisir, et de vérifier que dans ce tableau, vous avez mis au moins autant de choses dans ce qui vous nourrit que dans ce qui vous coûte. Ça, c'est pour les aspects personnels. Et maintenant, je vais vous donner un petit conseil sur les aspects de couple. Quand on a la chance de ne pas élever ses enfants tout seul, c'est très important de travailler sur ce qu'on appelle la coparentalité. La coparentalité, c'est la manière dont on s'ajuste en tant que père et mère dans le couple parental pour élever ses enfants ensemble. Alors ça repose sur quoi? Sur différentes choses. La première chose, c'est d'abord, est-ce qu'on est OK sur les valeurs à transmettre? Alors c'est quoi? Par exemple, c'est de se dire, souvent les disputes qu'on a dans le couple sur l'éducation des enfants, c'est parce qu'au fond, on ne cherche pas les mêmes choses. Par exemple, mon mari, il peut avoir envie de dire, mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est que mes enfants deviennent autonomes et débrouillards. Donc moi, je veux qu'on les inscrive au scout. Mais peut-être que pour moi, ce qui est le plus important, ce que je perçois comme étant important, c'est que ça soit des gamins compétitifs. Donc moi, je veux qu'ils fassent du sport. Il n'y a rien à faire des scouts. Et donc parfois, on n'est juste pas sur la même longueur d'onde parce qu'on ne cherche pas la même chose pour ses enfants. Et c'est important de pouvoir discuter en couple de qu'est-ce qu'on cherche au fond à transmettre à nos enfants, qu'est-ce qui est important pour nous deux, pour être sûr qu'on est sur la bonne longueur d'onde. Sinon, qu'est-ce qu'on risque? C'est de donner des messages contradictoires, et donc ça aussi, ça contribue à augmenter le stress. La coparentalité, c'est aussi comment est-ce qu'on va négocier les tâches de chacun. Comme je vous disais tout à l'heure, les rôles de genre, ils sont devenus plus perméables. C'est plus très clair ce qu'une mère et qu'un père doivent faire, parce qu'en fait, on peut faire un peu tout tous les deux. Il n'y a plus que les mères qui cuisinent, et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les mères qui fassent tourner les machines. Il n'y a pas de raison que ce soit les pères qui conduisent les enfants aux activités et les mères qui attendent à la maison. Donc tout ça est devenu extrêmement perméable. Ça nécessite de temps en temps de pouvoir se mettre ensemble, de faire la liste des choses qui sont à faire et de se dire comment est-ce qu'on va les répartir de façon à ce que chacun puisse garder son équilibre. Et cette répartition, elle doit être dynamique. Parce que l'équilibre qui est juste aujourd'hui, c'est peut-être pas l'équilibre qui va être juste demain, parce que il y a des choses qui peuvent changer, par exemple au niveau des exigences du travail,
ou bien tout simplement parce qu'il y en a un des deux qui peut se sentir à un moment donné plus épuisé. Donc c'est une négociation de tâches qui doit être dynamique et qui n'est pas naturelle parce que je suis en couple depuis longtemps, j'ai 5 enfants et je pense qu'il ne m'est jamais arrivé, même si ce que je vous dis, c'est bien, je pense que ça ne m'est jamais arrivé de m'asseoir à table et de dire à mon mari, on va faire la liste de tout ce qu'il y a à faire et puis on va faire 2 colonnes et on va chacun prendre des trucs. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon habituelle, mais quand on est épuisé, quand quelque chose ne va pas, c'est sans doute un bon réflexe de se dire, au fond, comment est-ce qu'on fonctionne à deux et est-ce qu'on ne pourrait pas fonctionner d'une façon plus optimale pour bénéficier de l'un et de l'autre des ressources dont on dispose. Donc ça, c'est très important. Et ce soutien coparental, eh bien, il va permettre d'alléger un tout petit peu les choses, parce que c'est effectivement là-dedans qu'on va trouver des ressources. C'est la première ressource dont on dispose, c'est l'autre parent qui est là. Et bien sûr que pour les parents qui sont un peu perfectionnistes, c'est parfois difficile de confier des choses au conjoint. J'entendais par exemple une maman, on avait un couple en consultation, et la maman me disait « je dois tout faire à la maison ». Et son mari dit oui, mais quand je prends l'initiative d'aller les habiller le matin, tu remontes parce que tu trouves que les tenues ne sont pas jolies, que j'ai rien mis qui allait ensemble. Ça, c'est typique des parents un peu perfectionnistes qui n'ont jamais envie de déléguer à quelqu'un d'autre, parce que quand c'est fait par quelqu'un d'autre, c'est pas fait comme ils veulent. Voilà. Alors typiquement, quand on est perfectionniste, on s'épuise parce que des ressources sont là, mais qu'on ne va pas les chercher comme on devrait. Alors ça suppose de pouvoir, alors pour bien fonctionner à deux, ça suppose de pouvoir exprimer ses besoins. Alors pas seulement à deux, parce qu'on peut aller aussi chercher des ressources dans la famille élargie, chez les amis par exemple. Et exprimer ses besoins dans une société individualiste comme la nôtre, c'est pas facile, parce qu'on a toujours eu le message que pour être quelqu'un de bien, il faut s'en sortir tout seul. Et qu'en fait, quand on demande trop d'aide aux autres, c'est qu'on fait aveu de faiblesse. Donc on est dans une société où on nous a appris en fait, à nous en sortir tout seul, à être débrouillard, combatif. Et donc, aller trop demander de l'aide, voilà. D'ailleurs, en tant que parents, vous savez bien, on s'occupe chacun de nos enfants. On fait tous les trajets à l'école, on va tous les conduire, machin. Tous les voisins partent dans la même direction, mais on fait tous nos trucs dans notre coin, parce que demander de l'aide, on le fait que quand on n'a vraiment pas le choix, en fait. Mais c'est quand même un truc important pour aller chercher des ressources quand notre balance, elle commence à ne pas être trop en équilibre. Alors le problème, c'est que quand on est déjà un peu épuisé, donc si on attend un peu trop le point de rupture, en général, quand on exprime ses besoins, on ne va plus le faire d'une façon constructive. Par exemple, cette maman qui disait à son mari, elle me dit « mais j'ai dit à mon mari que ça n'allait pas ». Donc elle était épuisée, notamment parce qu'au moment du bain, ça ne se passait pas du tout bien. Et je lui demande comment elle a fait pour dire à son mari qu'elle souhaitait que son mari l'aide. Elle me dit « eh bien, je suis redescendue et je lui ai dit « tu ne peux pas savoir, tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi ». Ok. Alors je lui ai dit comme ça, votre mari ne peut pas comprendre que ce que vous souhaiteriez, au fait, c'est qu'il vous accompagne pour donner le bain. Alors on apprend aussi à formuler des demandes d'aide, alors sous la forme de ce qu'on appelle la communication qui est non violente, c'est de dire, tu sais, on contextualise, le moment du bain, c'est un moment compliqué, les enfants sont fatigués, et c'est toujours un moment où ça déborde, où c'est difficile pour moi. Est-ce que tu accepterais qu'on donne le bain ensemble ? Oui, ok, pas de problème. Et même certains pédiatres vous diront, ça c'est aussi l'idée d'alléger les stresseurs, que c'est pas bon de laver les enfants tous les jours, vous pouvez même vous cacher derrière ce genre de recommandations et le faire un jour sur deux. Ça marche très bien, vous allez voir, vous allez aussi retirer des stresseurs de votre balance. Alors voyons un peu maintenant du côté de la relation avec les enfants. Alors voilà un petit moyen mnémotechnique. Avec les enfants, il faut tâcher de garder le cap. Donc pour éviter d'avoir trop de stress dans la relation avec les enfants, il y a une façon de faire qui est de garder le cap, alors qui est le contraire de l'ICE, I-C-E. Pourquoi ? ICE, c'est inconsistance, coercion et escalade. Qu'est-ce qui va augmenter le stress avec les enfants ? Alors je vous l'ai dit, c'est l'inconsistance. C'est quand vous dites oui un jour, non le lendemain. Les enfants ne savent plus, donc ils deviennent sciants. C'est aussi ce qu'on appelle la coercion. La coercion, c'est chaque fois que vous voulez absolument que vos enfants fassent ce que vous avez décidé, en imposant les choses par le cri, par les menaces par exemple. Alors pourquoi ça augmente le stress ? Parce qu'en fait, c'est une forme de communication que l'enfant, par apprentissage social, va se dire au fond, quand on demande quelque chose, quand on veut obtenir quelque chose, c'est comme ça qu'on fait. On crie, on négocie, on menace des trucs, voilà, et c'est comme ça qu'on obtient ce qu'on veut. L'enfant, il apprend par apprentissage social. Donc si vous fonctionnez comme ça avec lui, c'est normal qu'à l'inverse, quand lui veut vraiment quelque chose, il va vous piquer une colère, il va utiliser les moyens qu'il a appris en fait, en discutant avec vous et en communiquant avec vous. Et l'escalade, c'est chaque fois qu'on emploie des pratiques éducatives qui sont disproportionnées par rapport à ce qui vient de se passer. Alors typiquement, si vos enfants vous épuisent, ils font parfois pas des choses très graves, mais quand c'est la 20e chose pas très grave, en fait, vous explosez. Et donc,
Par exemple, ils ont renversé une caisse de jeu alors que vous veniez tout ranger. Bon, c'est pas super grave. Okay, ou ils laissent traîner la 10e chaussette de la journée. C'est pas super grave, mais vous, c'est la 10e chose que vous gérez sur la journée. Donc, dans votre tête, c'est grave et vous les envoyez au lit sans bouffer. Okay, ça, c'est le truc typiquement disproportionné. L'enfant, il comprend juste pas ce qui lui arrive et de toute façon, comme vous vous dites un quart d'heure après que c'est quand même débile comme réaction, vous allez aller le rechercher. Donc, en plus, l'enfant apprend que vous savez vous-même que vous n'êtes pas tout à fait juste, quoi. Alors voilà ce qu'il faut faire. Alors ça, c'est vraiment typiquement ce qui va augmenter le stress dans la relation avec les enfants. Et donc, on va tâcher de garder le cap, c'est-à-dire d'être consistant, avoir une espèce de ligne de conduite. Et il vaut mieux avoir moins de règles, mais au moins celles qu'on choisit, on est consistant dessus. Okay, donc parfois, laisser tomber des choses qui sont moins importantes, mais sur celles qu'on choisit, être consistant. On va plutôt jouer la carte de l'apaisement plutôt que de la coercion, c'est-à-dire qu'on va éviter de crier et de monter dans ces formes de communication où l'enfant apprend que c'est comme ça qu'on négocie les choses. Et on va tâcher d'être proportionné. C'est-à-dire qu'en fait, si un enfant ne mange pas son assiette, il n'aura pas de dessert, mais on ne va pas commencer à faire des choses qui sont complètement dans l'escalade. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans l'escalade, souvent, les enfants, ils sortent gagnants du bras de fer parce qu'ils ont moins de self-control que vous. Okay, par exemple, l'enfant fait une bêtise et vous lui dites, vous criez dessus, et puis il rigole. Alors vous dites, si tu te fous en plus de moi, je te mets dans le coin. Vous mettez dans le coin, et l'enfant, il se sauve du coin. Ah, si c'est comme ça, alors je t'enferme dans ta chambre. Ça, c'est les comportements en escalade. Vous allez le foutre dans la chambre, et vous fermez la porte. Et vous avez à peine le dos tourné, vous entendez les pieds qui chotent dans la porte. Et là, vous vous dites, ma porte a 600 boules, ça ne va pas le faire. Et vous allez ouvrir. Okay, toujours dans ces phénomènes d'escalade, dans 90% des cas, vous allez sortir perdant. Parce que l'enfant, il n'a pas de self-control comme vous. Il ne voit pas les conséquences de ce qui va se passer dans la marche supérieure. Et donc, vous allez forcément vous arrêter avant de taper dessus, de lui démonter la tête, etc. Donc, il y a un moment où vous allez vous arrêter avant lui. Donc, dans ces phénomènes d'escalade, il faut éviter de s'engager. Et donc, on essaye de garder le cap, de rester proportionné, de fournir un cadre qui est consistant, sécurisant, et qui va faire que vos relations familiales sont plus apaisées. Alors, si vous suivez tout ça, si vous arrêtez de vous mettre la pression, vous vous appropriez les messages, si vous renoncez à ce perfectionnisme, si vous comptez un peu plus sur les autres pour vous aider, que vous formulez des demandes d'aide, et qu'en famille, vous tâchez d'avoir des relations avec vos enfants qui sont plutôt apaisantes, alors vous allez récupérer du temps et de l'énergie. Et probablement qu'un bon calcul, c'est de réinvestir au moins une partie de ce temps dans ce qu'on appelle les temps de qualité. C'est quoi les temps de qualité ? C'est quand on arrive à avoir des moments avec ses enfants où et le parent et l'enfant prennent tous les deux leurs pieds. Alors ça a l'air bête quand je vous le dis comme ça, mais en fait, ce sont des moments rares. Parce qu'au fond, quand on est avec nos enfants, parce qu'on veut être un bon parent, on fait des tas de choses qui profondément nous ennuient. Par exemple, vous détestez faire des jeux de société, mais comme vous avez lu dans le Liger qu'en fait c'est très bon pour le développement cognitif, alors vous vous dites, j'en achète à la Saint-Nicolas et je fais des jeux de société au moins 2 fois par semaine. Mais quand vous faites le jeu de société, c'est une épreuve pour vous. Ça va dans la colonne de ce qui vous pèse, parce que c'est pas du tout votre truc, en fait, les jeux de société. Alors pour certains, c'est les jeux de société, pour d'autres, c'est les balades au bois, ils détestent ça. Et pour d'autres, c'est le macramé du samedi après-midi. Ils n'aiment pas du tout les trucs créatifs, mais bon, il fait quand même, parce que voilà. Et puis à l'inverse, ça arrive plein de fois que nos enfants font des choses avec nous qui les ennuient profondément, mais ils le font parce qu'on leur a dit que c'était bien. Genre la sortie au musée, où vous vous dites, je vais les emmener voir une super expo. Parce que quand même, il faut éveiller leur sens culturel. Ça aussi, j'ai lu que pour être une bonne mère, il faut un peu stimuler le truc. Et donc, vous regardez une expo, je ne sais pas, moi, j'avais été voir avec mes enfants une expo sur les araignées, je trouvais ça sympa. Et tous les quarts d'heure, il faisait beau, pas de chance, c'était au mois de juin, tous les quarts d'heure, ils me disaient « c'est encore long ». Okay. Parce qu'ils n'avaient qu'une envie, au fond, c'était de jouer au jardin. Okay. Alors ça non plus, ce n'est pas un moment de qualité, ni pour eux, ni finalement pour moi. Alors les moments de qualité, il faut parfois se dire, je vais réfléchir avec chacun de mes enfants, parce que ça peut être très différent avec chaque enfant. Qu'est-ce que ça veut dire un moment de qualité avec chacun des enfants de la fratrie ? Comment est-ce qu'on peut tous les deux être heureux de faire un truc ensemble, même si ce sont des choses pas très recommandées ? Genre, avec un ado, c'est parfois plus difficile de trouver des moments de complicité. Si c'est regarder la série de Games of Thrones, même si c'est devant un écran pendant les vacances de Noël, c'est pas grave. Ça vous fera une complicité, un truc dont vous pouvez parler, un projet à vous deux qui vous rend complice. Et c'est pas très grave si ça va un peu à l'envers de ce que vous avez vu sur les affiches qui vous dit que les écrans, c'est pas très bien. Les moments de qualité, c'est un truc vraiment
important à soigner avec chaque enfant, pour vous, pour votre plaisir de parent, mais aussi pour que les enfants trouvent du plaisir à faire des choses avec vous, et que ça ait du sens pour toute la famille. C'est des moments qui sont vraiment nourrissants et ça va contribuer à mettre des choses dans votre petite colonne de ce qui vous nourrit semaine après semaine. Et donc voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui ? C'est qu'en fait, être parent, c'est un métier à part entière et c'est un métier un peu particulier parce que c'est un métier dont on ne peut jamais démissionner, qui est très exigeant, qu'il est très important de trouver son équilibre parce que quand on n'est pas attentif à cette petite balance et qu'elle se met à trop pencher du mauvais côté, alors on est envahi par des émotions qui ne sont pas du tout les émotions de la parentalité idéalisée. Ce sont des émotions qui peuvent prendre des allures de regret ou des allures d'épuisement, de burn-out, de perte de plaisir. Et comment on fait pour garder cette balance en équilibre ? Eh bien, on va tâcher de diminuer les stresseurs, tous ceux qu'on peut virer à bas coût, certainement on va les virer, mais on va aussi regarder un peu s'il n'y a pas des stresseurs auxquels on peut donner un peu moins de poids. Et puis, on va aussi tâcher d'augmenter les ressources, d'aller chercher mieux les ressources qui sont déjà à notre disposition, et puis d'être créatif pour aller chercher des ressources supplémentaires en se donnant tout à fait le droit de faire aveu de faiblesse et de demander de l'aide, de ne pas vouloir tout gérer comme un parent idéal dans tout ce que la parentalité suppose. Il faut pour ça accepter un peu d'être imparfait, donc choisir ses combats, ne pas vouloir être sur tous les fronts, accepter parfois d'ouvrir une boîte de raviolis et que les enfants n'aient pas eu les légumes bio de d'habitude. Il faut renforcer l'équipe parentale, se dire qu'on ne peut pas élever des enfants tout seul, que la tâche est trop importante et que donc c'est important de travailler cette coparentalité, si pas avec le conjoint, avec des ressources qu'on a autour de soi. Pour ce faire et pour aller chercher les ressources, il faut pouvoir exprimer ses besoins d'une façon qui sont constructives. Avec ses enfants, on va tâcher de garder le cap pour éviter d'avoir un surplus de stresseurs qui viennent s'ajouter dans la balance. Et quand on aura fait tout ça, on trouvera un peu de temps et d'énergie pour pouvoir investir des moments de qualité avec chacun de ses enfants et on prendra le soin de réfléchir à ce que ça veut vraiment dire, d'avoir des moments de qualité avec chacun des enfants qui composent notre famille. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et si vous voulez en savoir plus, il y a 2 ouvrages, celui-là qui est plutôt fait pour les parents, qui est un ouvrage vulgarisé, et celui-là qui est fait pour les professionnels qui veulent soutenir les parents qui sont en difficulté. Merci Isabelle, merci à Maïté, merci à Juliane, merci à l'équipe de Jean-Luc en direct de Paris qui ont vélotypé toute la conférence. On va maintenant passer dans quelques secondes à une petite période d'un bon quart d'heure de questions-réponses. Je vous annonce aussi que par après, vous aurez l'occasion de poser les questions dans le hall. Nous serons encore à votre disposition pour éventuellement répondre à vos questions. Alors, les questions, qui a envie de se lancer ? Le plus dur, c'est de démarrer, d'être le premier. Après, ça ne pose plus de problème, on ne sait plus vous arrêter. Avez-vous une question pour Isabelle ? Bonsoir. Voilà, tout d'abord, merci pour la conférence. Moi, j'avais une question. Quel était le genre de punition qu'on pouvait donner aux enfants sans être un monstre et pour que ça fonctionne, en fait, voilà. Alors, il y a 2 parties dans votre question. Sans être un monstre, alors moi, j'ai l'impression que... Alors, de tous les parents que j'ai rencontrés, je dirais que 99% sont des parents bienveillants. J'ai rarement rencontré des parents monstres. Alors, c'est vrai que la fessée, c'est aujourd'hui quelque chose sur lequel on va légiférer, qui n'est plus trop admis. J'ai envie de dire que si vous donnez une fessée à votre enfant, il faut espérer qu'il ne va pas le raconter à l'école le lendemain, parce que ce n'est pas bien vu. Alors, c'est sûr que toutes les pratiques punitives de cet ordre-là, elles n'ont jamais apporté du mieux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être que ça vous permet de passer votre colère, mais dans les faits, ce n'est jamais quelque chose qui permet que l'enfant comprenne ce que vous attendez de lui. Donc en somme, ce n'est pas hyper constructif. Donc à la fois, ça fait du tort, ça abîme la relation, et en même temps, sur le long terme, ce n'est pas ça qui fait que votre enfant, il comprend que vous êtes très fâché, mais il ne comprend pas forcément ce qu'il doit faire d'autre. Donc certainement, j'ai envie de dire, alors il faut la proscrire, pas seulement parce qu'on a légiféré dessus, mais parce qu'elle n'a aucune forme d'utilité. Donc voilà, ça c'est une première chose. La deuxième partie de votre question, c'est que... et puis il ne faut pas non plus chercher les ennuis en tant que parent. Enfin, voilà, on est dans une société qui est tellement monitorée que
si vous recourez à des pratiques qui sont reconnues comme étant très très négatives, vous finirez par avoir des services sociaux sur le dos et franchement, il faut s'épargner ça. Maintenant, l'autre partie de votre question qui est importante, c'est qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a jamais, jamais, jamais de recette miracle. Même si vous lisez dans les bouquins que pour que votre enfant écoute, il faut faire ça, franchement, c'est de la vaste blague. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants qui ont des problèmes de comportement et chaque enfant a sa solution. Je pense que ce qu'il faut bien se dire, c'est que chaque enfant, il est comme il est parce qu'il a son tempérament, sa propre histoire de vie. Et puis chaque parent, il est comme il est parce qu'il a son tempérament et sa propre histoire de vie. Et il y a des assemblages qui fonctionnent tout seuls et puis il y a des assemblages qui ne fonctionnent pas tout seuls. Si on a plusieurs enfants, on fait tous cette expérience-là. Il y en a avec lesquels ça roule sans problème, et puis il y en a d'autres, on ne sait pas pourquoi ça ne roule pas sans problème. Votre mari, peut-être, il a des facilités avec celui-là, et vous, c'est avec un autre. Ça fait partie de l'accordage qui est toujours particulier entre un enfant et un parent. Et donc, tous ceux qui vous diront dans des bouquins ou dans des consultations qu'il suffit de faire ça, ou que quelqu'un vous donne un conseil en disant « avec mon fils, ça a marché », ok, très bien, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher avec votre enfant à vous. Et donc, être parent, c'est aussi être flexible et dynamique, c'est-à-dire que chaque fois, il faut réinventer la chose avec son enfant et ce qu'on est. Je vais vous donner un simple exemple, c'est que si vous allez suivre ce que certains appellent des formations de parents, on va vous donner des trucs et astuces. Par exemple, on va vous dire une sorte de punition qui est acceptable et positive, c'est ce qu'on appelle le time out, c'est-à-dire en fait, mettre votre enfant à l'écart un moment. Pourquoi ? D'abord pour qu'il n'ait pas ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Imaginez qu'il fait le singe à table et tous les frères et sœurs ils rigolent. Alors vous avez beau vous fâcher dessus, mais il y a tellement de bénéfices autour qu'il ne peut pas s'arrêter de faire le pitre. Donc quand on le met à l'écart, ça permet de couper ces bénéfices secondaires. Et puis ça lui permet de réfléchir un petit peu sur ce qui vient de se passer. Donc en soi, j'ai envie de dire, c'est plutôt une bonne chose. Enfin, ça fait de mal à personne et c'est plutôt positif. Seulement voilà, le time out, il y a des gosses pour qui ça ne convient pas du tout. Par exemple, si vous avez un enfant qui est très anxieux, et que vous allez le taper tout seul dans le couloir, en fait, il va s'angoisser. Et donc, il y aura les émotions à gérer de ce qui vient de se passer à table, mais en plus, il va se taper une bonne angoisse. Donc, ça va être pire quand il va revenir. Donc, il y a des gosses à qui ça ne convient pas du tout. Et ça ne convient pas du tout non plus si vous avez un enfant qui est un fouillard. Il y a des gosses qui ne savent pas rester en place. Et donc, si vous le mettez dans le couloir, mais qu'en plus, vous devez aller le surveiller, ça n'a aucune forme d'intérêt. Okay ? Donc, il y a des enfants à qui ça ne convient pas. Ce n'est pas que la pratique elle est mauvaise en soi, il y a juste des enfants pour qui ça ne convient pas. Et puis, il y a des adultes à qui ça ne convient pas. Moi, j'ai un mari qui est méga stressé. Rien que le fait qu'il sache qu'il met un enfant tout seul sans surveillance, il est derrière la porte et il fait tout le temps comme ça. Alors, ça ne sert à rien. Tu vois, il ne faut pas qu'il emploie ça, quoi. Donc, j'ai envie de dire, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais ce qui est important, c'est de se dire, au fond, avec la personne que moi je suis, et comme je connais mon enfant, il faut réfléchir à ce qui a le plus de chances de marcher, sans faire plus de dégâts, et sans que ça devienne ridicule. Et donc, certainement, les recettes de grand-mère et tout ce qu'on lit dans les bouquins, c'est des idées. Il faut toujours se les approprier, et il n'existe, à ma connaissance, aucune recette qui fonctionne. Parfois, ça fonctionne avec un enfant et ça ne fonctionnera pas avec le suivant. On doit chaque fois se réinventer. Et donc, ça, c'est vraiment important d'être indulgent vis-à-vis de soi-même et de se dire que on peut se planter parce qu'on peut essayer des choses qui ne marchent pas. Ce qui est important, c'est de ne pas continuer effrontément à faire des choses qui ne marchent pas ni pour soi, ni pour l'enfant, et donc parfois de prendre du recul. Et c'est vrai que quand on ne trouve pas la solution tout seul, parfois aller voir quelqu'un qui vous permet de prendre un petit peu du recul, ça peut être une bonne chose parce qu'on a tendance à tourner un peu, comme on va dire, dans des cercles vicieux parce qu'on prend l'habitude de faire tout le temps la même chose et on n'a plus suffisamment le recul de se dire ok, c'est pas la bonne façon de faire. Mais certainement se dire que voilà, il faut être indulgent avec soi et qu'il n'y a pas de recette miracle. Une autre question, c'est chaque fois de mon côté. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez beaucoup parlé autour de ce qu'on peut changer dans la parentalité. Et au début de l'exposé, vous aviez défini ce qui composait une personnalité, notamment les amis, le couple. Et je me demandais si ça, c'était aussi quelque chose sur lequel on pouvait décider d'intervenir, plutôt que sur la parentalité en tant que telle, vraiment élargir aux autres zones de personnalité. Alors oui, mais je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. Donc vous me demandez si ce phénomène un peu de balance, vous pouviez aussi l'appliquer, c'est ça, un peu à d'autres phénomènes. Tout à fait, ouais. Alors bien sûr, et certainement en tout cas dans le monde du travail, enfin dans notre rapport au travail, c'est exactement ça aussi. En fait, le phénomène du burn-out dans le travail, c'est aussi un phénomène de balance. On tombe en burn-out dans le travail quand il y a trop de stresseurs et pas assez de ressources pour y faire face. Donc c'est exactement
les études, elles sont très claires, c'est le même mécanisme des deux côtés. Simplement, ce qui va composer la balance est forcément très différent. Et donc, bien sûr que quand on est en difficulté, alors en tant que parent, on va jouer sur sa balance parentale, mais quand c'est une problématique plus générale, il y a lieu de se dire, au fond, il est où mon déséquilibre? Parce que parfois, on n'est pas bien chez soi, mais ce sont des choses qui viennent d'ailleurs. Ce n'est pas forcément des choses qui se passent au sein de la famille qui font qu'on ne rentre pas bien chez soi et qu'on ne vit pas bien les soirées. Parfois, le stress, on le ramène du travail, par exemple. Et donc, bien sûr que cette façon de réfléchir et de prendre du recul par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de nous, par rapport à tout ce qui nous compose, on peut se l'appliquer, bien sûr, dans différents types de domaines et parvenir à remettre une petite touche d'équilibre par-ci, par-là, qui fait qu'au bout du compte, on se sent mieux, on se sent moins sous pression, en fait. Parce que ces standards, on peut se les mettre dans des tas de domaines, hein, on peut se les mettre même au niveau de ses loisirs. Hein. S'imposer de faire un tas de sport, je ne sais pas, parce qu'on a vu des recommandations sur la santé, je ne sais pas moi, voilà, ou par rapport à des amis, qu'on s'impose de voir autant de fois par an, parce que sinon, on ne saura plus suivre le fil de notre amitié. Enfin, je ne sais pas, on peut aussi se mettre des tas de standards dans des tas de domaines, et bien sûr, on peut utiliser ce mécanisme de réflexion dans plusieurs types d'identités, bien sûr. Parfait. Voilà, effectivement, j'avais une question qui avait une relation avec le surinvestissement parental. Est-ce que l'enfant se rend compte que le parent surinvestit la relation parentale et est-ce qu'à un certain moment, il ressent une culpabilité vis-à-vis de l'épuisement des parents? Ça, c'est une super question. C'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup de savoir en fait quel est l'impact de ces mécanismes-là sur les enfants. C'est une question qui n'est pas simple. Alors d'abord, j'ai envie de dire que le surinvestissement, il va avoir comme premier effet sur les enfants que nos enfants, ils ont l'impression qu'on est assujettis à leurs besoins et à leurs désirs. Donc si vous vous positionnez en étant toujours au taquet pour vos enfants, toujours surinvesti à vouloir tout faire pour eux, vous finissez par leur apprendre que vous êtes là à leur service tout le temps pour tout ce qu'ils veulent. Et ce sont des enfants qui deviennent stressants parce qu'en fait, ils vous bouffent. Ils ont tellement l'impression que vous êtes, oui, à leur service de tout ce dont ils ont besoin, que pour eux, ça devient normal, en fait, que vous soyez là, que vous mettiez vos besoins derrière les leurs et que vous soyez tout le temps disponible et tout le temps de bonne humeur, etc. Et donc, ce sont des enfants qui deviennent relativement exigeants vis-à-vis de vous parce que vous leur avez juste donné l'habitude que vous êtes là pour eux tout le temps. Donc, je dirais que sur le long terme, c'est aussi un facteur qui va contribuer à augmenter le stress. Alors, une fois qu'on est dans l'épuisement et qu'on n'est plus heureux de sa parentalité, quand on est en burn-out par exemple, est-ce que les enfants s'en rendent compte? Alors la réponse, elle est complexe, parce que je dirais que d'abord, ça dépend de l'âge de l'enfant. C'est très différent de vivre avec un parent en burn-out quand on a 2 ans ou quand on a 15 ans, par exemple. On ne donne pas exactement le même sens à ce qui se passe, on ne comprend pas les mêmes choses. Les travaux qu'on a menés avec les enfants nous laissent à penser qu'en tout cas, à partir de 7 ans, parce qu'avant, on a du mal à travailler avec eux, ils sont trop petits, mais à partir de 7 ans, les enfants se rendent parfaitement compte que le parent est dépassé, épuisé, et ce dont ils se rendent certainement compte, c'est ce qu'on a appelé tantôt le phénomène de contraste. C'est-à-dire, ils disent, il y avait un avant, avec ma maman ou avec mon papa, et puis il y a maintenant. Et c'est plus la même maman ou c'est plus le même papa. Et donc ça, c'est très très clair dans leur discours, qu'ils ont perçu un contraste entre le parent qu'ils avaient avant, et puis le parent qu'il est devenu. Et ils ne comprennent pas ce qui s'est passé au milieu des deux. Alors quand ils sont plus grands, bien sûr, ils se posent des tas de questions. Et dans les aspects de violence à l'égard des enfants, il y a beaucoup de violence verbale. Donc les parents qui sont épuisés, qui sont en état de burn-out, ils disent des choses horribles à leurs enfants. Et ce qu'ils leur disent souvent, c'est des reproches, effectivement. Ils disent j'aimerais bien prendre congé de toi, j'en ai ras-le-bol, regarde, c'est encore en bordel. Enfin, ils ne parlent pas de façon très sympa. Et donc l'enfant comprend très bien qu'il est en fait au centre de cet épuisement. Parce que les parents vont dire des choses du genre « tu me rends dingue », tu m'épuises, j'en peux plus de toi. Et donc l'enfant comprend assez facilement qu'il est l'enjeu de cet épuisement. Parce que le burn-out, c'est un trouble contextualisé. Donc qu'est-ce qu'il voit l'enfant? Il voit que le parent, il n'arrive plus à fonctionner dans la famille. Mais quand il voit son parent avec ses amis, par exemple, il voit que le parent, il est super, il prend plein de plaisir. Ou quand le parent, il est à l'extérieur parce qu'il est parti faire son sport, ça ne pose jamais de problème. Ou bien le parent surinvestit le travail, il rentre de plus en plus tard, il parle de son boulot tout le temps. Et alors l'enfant, il se rend compte qu'en fait, c'est essentiellement en famille que ça ne se passe pas. Et donc l'enfant, il n'est pas débile, hein, il se rend bien compte que le problème, il est là, il est en famille. Et plus l'enfant devient grand, ben oui, plus il va endosser une forme de culpabilité, puisqu'il se rend compte qu'en fait, il est un peu au cœur de cet épuisement, de cette perte de plaisir.
Et donc dans les consultations, il y a toujours un moment où se pose la question, une fois que le parent va mieux, de comment est-ce qu'on va faire pour, j'aime pas ce terme, mais un peu réparer le lien. Alors avec le conjoint certainement, mais aussi avec les enfants, parce qu'il s'est souvent dit ou fait des choses vis-à-vis duquel le parent se sent extrêmement coupable et qui ont abîmé quelque chose dans la relation. Et donc, il faut toujours prendre du temps pour se préoccuper de ça. Comment est-ce qu'on va faire? Et les parents d'enfants très jeunes, ils nous disent des choses du genre je suis sûre qu'un jour, ça va m'être reproché. Donc, ils ont l'impression que ça va laisser des traces indélébiles chez l'enfant et qu'un jour, cette période d'épuisement, de violence ou de négligence, l'enfant va y revenir et que ça va être un reproche qui va leur être adressé. Donc c'est vraiment important de prendre l'impact sur les enfants très au sérieux et au sein de chaque famille d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à ce que ces liens se réparent, entre guillemets, ou en tout cas que ça soit dit, qu'on verbalise autour de ce qui s'est passé. Bonsoir. Vous avez expliqué tout à l'heure que prendre un temps partiel, professionnellement parlant, ça pouvait être une solution qui était simpliste. Est-ce que vous pouviez un peu développer quels étaient les risques, à quoi on devait faire attention? Puisqu'en tant que maman, je pense qu'il y en a beaucoup de mamans qui justement ont pris des temps partiels en pensant que ça pouvait être la solution. Oui. En fait, ce qui se passe, donc si vous avez bien compris mon histoire d'identité tout à l'heure, le problème c'est qu'en faisant ça, du coup, les mamans qui sont à temps partiel, souvent, elles vont renoncer à avoir la femme d'ouvrage. Parce que comme elles sont plus à la maison, en plus, elles ne vont pas en plus payer quelqu'un pour faire le ménage. Comme elles sont à la maison, les gosses, ils ne vont plus non plus à la garderie. Elles sont supposées être à 3h20 à la sortie de l'école. Et puis, comme elles sont à la maison, elles sont supposées aussi... Elles n'ont plus d'excuses pour faire des repas à la noix, quoi. Je veux dire, ouvrir la boîte de raviolis, ça ne devient plus possible. Et donc, en fait, le temps partiel, au lieu de redonner du temps aux parents, ça augmente souvent, ce qu'on constate, c'est que ça va augmenter les standards. On va se mettre plus de pression à faire les choses encore mieux, parce qu'en fait, on est bien conscient qu'on a pris ce temps partiel pour être plus présent, plus disponible aux enfants. Et donc, pas beaucoup de gens s'autorisent à se dire « je prends un temps partiel pour prendre du temps pour moi ». Et donc, je continue d'ouvrir les boîtes de raviolis, je continue de les mettre à la garderie jusqu'à 4h30, parce que ça me permet d'aller faire du shopping, d'aller courir, de je ne sais pas trop quoi. Donc ça, c'est pas possible, vous voyez. Enfin, les gens qui prennent, et surtout les mamans qui prennent un mi-temps, elles le font parce qu'elles... En tout cas, c'est le discours qu'elles disent, c'est les attentes du conjoint aussi. Le conjoint, il n'est pas d'accord que les revenus du ménage soient imputés de la moitié, et lui de continuer à faire le forçat, et de payer en plus la garderie, la femme d'ouvrage, et des repas tout faits. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, ce que ça vient faire, c'est que ces femmes, en fait, elles n'ont pas plus de temps pour elles, mais elles ont beaucoup plus de contraintes et de standards élevés par rapport à leur propre parentalité. Et on parlait tantôt du partage des tâches. Eh bien, du coup, ces tâches, elles vont être à 80% sur leur tête. Parce que comme l'autre, il continue de travailler temps plein, c'est pas lui qui va se taper les trajets, c'est pas lui qui va conduire et rechercher les enfants à l'école, etc. Donc tout ce qui tourne autour des tâches liées à l'éducation des enfants, ça devient à 80% porté par un seul des deux parents. Et malgré tout, on garde quand même un mi-temps. Ça veut dire qu'on doit quand même toujours rester relativement performant sur le plan du travail, parce que même avec un mi-temps, votre employeur, il va exiger des choses de vous. Et donc, en fait, ces gens se retrouvent avec des standards plus élevés en tant que parents, parce que quand on travaille, c'est pas pour parler de moi, mais je veux dire, quand on travaille temps plein et que, comme moi, on a 5 gosses, qu'on donne des conférences le soir et des trucs comme ça, tout le monde comprend que je peux un jour ouvrir une boîte de raviolis. Personne va me dire, là, franchement, t'abuses, quoi. Tout le monde comprend ça. Mais si j'ai pris un mi-temps pour m'occuper d'eux, la boîte de raviolis, elle devient moins facilement tolérable. Pas seulement pour les autres, mais vis-à-vis de moi aussi. Je vais moins me donner le droit de faire ça. Et donc, je vais plus être attentif à comment être une excellente mère, puisque je donne de mon temps. Et donc, finalement, on va surinvestir cette identité, mais il y a aussi beaucoup de frustration à la clé, parce que ça reste compliqué et qu'on va augmenter par le même coup les standards. Donc, on ne récupère pas de temps. Et la pression, elle devient plus importante. Et donc, en fait, ce que nous, on voit dans les études, qu'on a mené auprès de 6000 parents, c'est qu'en fait, les gens qui sont le plus en burn-out, c'est ceux qui sont en congé parental et à mi-temps, et les femmes, dans ces conditions-là. Et je pense que le mécanisme, il est là. Et donc, parfois, c'est une solution qui paraît simple, elle n'est pas simple du tout. C'est comme on essaie d'expliquer aux médecins traitants que quand ils sont face à quelqu'un qui est en burn-out parental, on ne lui fait pas un certificat pour plus aller travailler, quoi. C'est tout à fait à l'envers de ce qu'il faut faire. Parce que quand on est en burn-out professionnel, souvent, la famille, c'est le havre de paix. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est que quand on est épuisé sur le plan de la famille, pouvoir sortir
aller voir ses collègues, rigoler un bon coup en buvant un Roico à 10h et en disant « Punaise, mes gosses hier, ils m'ont fait ok ?» Eh bien, ça soulage et ça fait du bien. Et donc, il faut bien comprendre que parfois, ce qui peut paraître assez simple de se dire « Ok, hein, on va mettre la personne en congé », c'est parfois une solution simpliste. Ex Cathedra, c'est terminé pour ce soir. La semaine prochaine, malheureusement, l'émission reprendra sa forme habituelle. Nous recevrons l'archéologue Marie Verbeek avec une conférence intitulée « Les fouilles à Dinan, hier et demain, 15 ans d'archéologie préventive pour un puzzle encore à poursuivre ». Je vous souhaite une excellente fin de soirée, une très bonne nuit. Au revoir à tous.